L'argument de Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas, pour ces fameux dialogues avec Daniel Vorcaro, c'est que lui, Flavio, est un agent privé, n'est-ce pas? D'accord, il est sénateur, mais c'est une personne physique qui parle avec un banquier, aussi une personne physique, demandant des ressources privées, pas publiques, pour un film privé. C'est son argument pour dire qu'il n'y a pas de corruption parce que c'est une conversation entre entités privées. Qu'en pensez-vous? Je pense que, tout d'abord, on ne sépare pas la figure du sénateur de la République de celle de la personne physique, n'est-ce pas? Il est sénateur de la République, il a une fonction publique, n'est-ce pas, en tant que sénateur de la République. En second lieu, c'est l'enquête qui devra répondre à cela, n'est-ce pas, pour savoir si, en fait, ces ressources étaient uniquement destinées au film. Ce fonds qui a reçu ces ressources à l'étranger, a-t-il reçu uniquement ces ressources ou en a-t-il reçu d'autres? Était-ce pour le film ou pour d'autres choses, n'est-ce pas? Tout cela, une enquête sérieuse doit y répondre. Permettez-moi d'avancer ici, je veux parler de Master. Oui, quand on pensait que peut-être ce problème ne passerait pas dans votre usine d'ananas, n'est-ce pas? Il est apparu, parce que oui, par où? Exactement aussi dans la question des crédits consignés des retraités, n'est-ce pas? Quel diagnostic a finalement été posé aujourd'hui? On a créé un terrain tellement fertile pour les fraudes à l'intérieur de l'INSS que, en gros, ceux qui opèrent en flairant, disons, la facilité, n'est-ce pas? A réussi à entrer et à arriver, c'est bien ça? Oui, il est important ici de distinguer la discussion sur les remises de celle des crédits consignés. C'est qu'il y a vraiment eu beaucoup de volets de détournement, n'est-ce pas? Oui. La remise associative, pour ceux qui sont à la maison et qui ne comprennent peut-être pas, on a commencé à déduire souvent des cotisations, même de petits montants, n'est-ce pas? 50 réais, comme si le retraité faisait partie d'une sorte de club. Donc, cette entité ici propose un dentiste, je ne sais quoi, mais en réalité, le retraité n'avait jamais signé cela. C'est un axe qui a été la première piste découverte par la CGU et qui est devenue cette énorme affaire. Ensuite, la CGU continue à examiner et constate qu'en réalité, ils font aussi des prêts jamais demandés par les retraités avec des retenues directement sur leur fiche de paie. Et puis Master est l'une des entités bancaires, enfin, qui s'est impliquée là-dedans. Voilà. Certaines institutions financières facturaient des prêts aux retraités, n'est-ce pas? Elles déposaient effectivement le prêt sur le compte du retraité et facturaient le prêt sans que le retraité l'ait demandé. Autoriser ce prêt, n'est-ce pas? C'est différent d'une remise, n'est-ce pas? Associatif. Et ce que nous avons remarqué, c'est que dans certaines situations, il y avait cette retenue sans autorisation, n'est-ce pas? Cela a été transmis à l'INSS. Il y a eu plusieurs notes techniques que la CGU a rédigées et l'INSS a corrigé ces problèmes, y compris dans certaines situations, en suspendant même les crédits consignés de certaines banques pendant un certain temps. Oui, les banques, plusieurs d'entre elles ont également corrigé ces défaillances. Le cas de Master il était au milieu de cette confusion. N'est-ce pas, quand cela s'est produit, eh bien, ces problèmes, tous les autres problèmes de Master étaient déjà en train d'apparaître aussi. N'est-ce pas aussi, encore une fois, n'est-ce pas? Cette situation est ancienne. N'est-ce pas? Nous avons enquêté sous ce gouvernement, nous avons analysé sous ce gouvernement, sous cette gestion de la Banque centrale, sous la gestion actuelle de la police fédérale aussi. Et nous avons pu détecter un problème qui, certainement, s'il avait été détecté, peut-être plus tôt. La gestion précédente de la Banque centrale a été négligente, comme l'ont déjà affirmé plusieurs membres du gouvernement actuel, non? Peut-être pas négligence, qui est un mot fort, mais omission, oui, c'est un fait. Nous avons eu des employés de la Banque centrale impliqués dans l'affaire de la Banque Master, n'est-ce pas? Qui étaient en quelque sorte des infiltrés de Daniel Vorcaro à la Banque centrale? Oui. Directeur, chef de département et personnalité importante. La gestion précédente, notamment Roberto Campos Neto, a commis une omission. Quelle est votre analyse? Écoute, de la même manière que le président de l'INSS de la gestion précédente et le ministre de la Prévoyance de la gestion précédente, ils doivent expliquer pourquoi les retenues associatives ont eu lieu de manière irrégulière sous leur gestion et pourquoi ils n'ont pas identifié les problèmes. La gestion précédente de la Banque centrale doit aussi identifier et expliquer. N'est-ce pas? L'ancien président de la Banque centrale doit dire « Écoutez, je n'ai pas vu de problème, il n'y avait pas de problème. » Ou alors il y avait un problème et il n'est pas arrivé jusqu'à moi, il aurait dû arriver et il n'est pas arrivé. Je n'ai pas reçu d'alerte, je ne peux pas évaluer parce que je n'étais pas là.
Et comment le faire s'expliquer? C'est-à-dire, mais il n'a pas le pouvoir, évidemment, de le convoquer ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais que peut-on faire dans ce cas? Eh bien, vous avez tous les organes qui enquêtent. Vous avez la police fédérale qui enquête, vous avez la Cour des comptes de l'Union qui fait son travail. La CGU, dans ce cas précis, elle n'a pas compétence pour faire un audit à la Banque centrale. Mais elle travaille sur les procédures administratives disciplinaires des 2 agents de la Banque centrale, c'est-à-dire des procédures administratives disciplinaires, n'est-ce pas? Donc évidemment, si au cours de ces enquêtes, il apparaît quoi que ce soit impliquant la gestion de la Banque centrale, cela sera transmis aux instances compétentes. Je suis obligée, en vertu de la loi, pour vous qui nous suivez à la télévision sur la chaîne UOL, de faire une pause très rapide, ce sont 3 minutes, et notre rendez-vous hebdomadaire est maintenu. Autrement dit, à notre retour, nous serons ici, et je ne vous laisserai pas à l'écart. Ceux qui nous suivent sur Internet le savent déjà, ici, nous ne nous arrêtons jamais. Alors, une pause pour vous qui êtes avec moi à la télévision, 3 petites minutes, nous serons de retour. J'en profite, je veux savoir si la force du poste, le titre de contrôleuse générale de l'Union, t'a protégée. Connaissiez-vous Daniel Vorcaro? Il faisait tant d'efforts pour se rapprocher de personnes influentes, en particulier dans le milieu juridique, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas connu. Je crois l'avoir aperçu une fois à un événement, mais on ne m'a jamais présenté. Jamais. Est-ce que ça a à voir avec le poste? Il n'a jamais cherché à me contacter, je ne sais pas. Faire circuler le groupe dans ce cas, ça a aussi ses avantages. Parce qu'il a cherché à approcher Haddad, non? On le sait. N'est-ce pas? Oui, plus d'une fois. N'est-ce pas? Non, il n'a jamais cherché à me contacter. Il ne m'a jamais contacté. Maintenant, je vais poser une question un peu piquante. Je ne sais pas si je devrais attendre, mais piquante, enfin, ce n'est rien. Oui, je voulais poser une question sur la délation de Vorcaro. Oui, Vorcaro. Si vous n'êtes pas impliqué, c'est-à-dire vous n'êtes pas directement impliqué, sauf erreur de ma part, dans le processus de délation de Vorcaro, police fédérale et procureur général de la République, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous aimeriez avoir une délation de Vorcaro ou ce n'est pas nécessaire? N'est-ce pas? Je veux dire, ce qui a déjà été divulgué sur ces téléphones portables est déjà plus que suffisant. Oui, vous avez de grandes attentes concernant cette possible délation de Vorcaro qui semble ne jamais arriver, n'est-ce pas? Fabio, écoute, désolé de te décevoir, mais je ne peux pas répondre à cette question, tu vois, parce que je ne participe pas aux négociations. Que puis-je dire de mon expérience? N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis ministre de la CGU après 8 ans au CAD. Le CAD, le système de défense de la concurrence, a été le premier endroit au Brésil où l'on a commencé à conclure des accords de loi. Oui. Le CAD a signé son premier accord de clémence en 2003 dans un cartel de vigile au Rio Grande do Sul. Jusqu'à l'opération Lava Jato, le CAD faisait des accords de clémence tout seul au Brésil, n'est-ce pas? Je plaisante en disant qu'en apprenant de ses erreurs, en corrigeant, il y a eu un grand accord de clémence, celui du cartel du métro, avec Siemens. C'est ça. Et ensuite est arrivée l'opération Lava Jato, n'est-ce pas? Ce que je peux t'affirmer avec toute cette expérience, c'est qu'un accord de clémence ou une dénonciation récompensée a du sens. Quand cela génère, je vais utiliser un jargon technique ici, mais c'est facile à comprendre, un effet de levier pour l'enquête ou l'investigation. Ça donne un élan, n'est-ce pas? Si c'est pour que je fasse un accord juste pour répéter ce que je sais déjà, ça n'a pas de sens. Si tu parles d'une entreprise, si cela est lié à une dimension de préservation de l'emploi, ce genre de choses, tu peux préserver le capital productif, tu peux même avoir une discussion à ce sujet, je comprends. Mais dans le cas d'une personne physique, ça n'a pas de sens. Donc je pense que le défi, en fonction même de ce qui est déjà apparu, de ce qui existe déjà, en fonction des perquisitions et saisies, c'est ça. En effet, c'est une dénonciation. Une qui ait du sens dans cette perspective, n'est-ce pas? Je parle en théorie, sans connaître le contenu de la dénonciation, d'accord? Et tu vois, il a répondu ici en théorie. En gros, le gars est devenu une victime de sa propre circonstance, n'est-ce pas? Donc oui, les téléphones et la méthodologie. Je pense que la façon chaotique dont il faisait ça, cette distribution de volume incroyable d'argent, la manière dont il essayait d'organiser tout ça, qui consistait à recevoir, à demander le reçu des choses qu'il payait par l'intermédiaire, tu vois, des personnes qui l'utilisaient pour faire les paiements, ont fini par devenir le plus grand problème, un problème pratiquement insurmontable. Il accumulait sans cesse des preuves contre lui-même. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est devenu une chose, une tendance au Brésil depuis les Bolsonaro. L'enquête, pour moi, sur le complot du 8 janvier en est la plus grande preuve. Comme ça, oui, téléphone, tout, oui, en fait, oui. Ce ne sont pas que des dénonciations. Des personnes se sont filmées en commettant le crime.
Le 8 même, d'ailleurs, parlons-en un peu. Oui, parce que le gouvernement n'avait que 7 jours, n'est-ce pas? Oui, je pense que, j'imagine pour ceux qui... Quand je suis retournée récemment au palais du Plan Alto pour interviewer le président Lula, j'ai ressenti une sensation. Vraiment, c'était comme si je retournais dans le passé parce que c'était un jour très marquant, très lourd. Pour vous qui travaillez là-bas tous les jours, ça doit être quelque chose de vraiment fou. Comme le 11 septembre, tout le monde se rappelle où il était. Quand c'est arrivé, j'allais dire... J'étais au centre commercial pour acheter un costume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as acheté le terrain, le costume? Il a coincé son pied dans le sol, le costume, il s'est mis à courir, moi j'étais loin. J'avais acheté le costume à l'époque où je vivais dans un appart-hôtel à Brasilia. Je n'avais pas encore trouvé d'appartement. Je suis retourné à l'appart-hôtel et je passais des coups de fil aux gens en essayant de comprendre ce qui se passait. Et j'essayais de voir ce qu'on pouvait faire à la CGU pour contribuer, tu vois. Et au final, la CGU a fini par être responsable de tirer le grand fil de cette histoire avec l'affaire du vaccin, n'est-ce pas? Parce que parfois, les gens oublient ça. C'est votre Excellence qui a découvert la carte de vaccination de Bolsonaro, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il aurait... Il avait enregistré un vaccin contre le Covid. Et ici, c'est important parce que moi, c'est important de faire la promotion de la transparence et de l'accès à l'information, n'est-ce pas? Vous aviez fait une demande au titre de la loi sur l'accès à l'information concernant la carte de vaccination. Cette demande était à la CGU. Et il y avait un débat parce qu'il s'agit de données personnelles et la loi protège les données personnelles sensibles, n'est-ce pas? Les données de santé d'une personne sont des informations personnelles et intimes. Un débat existait sur la question de savoir si c'était ou non d'intérêt public. Le point est que le président de la République lui-même avait dit qu'il n'avait reçu aucun vaccin et il avait dit « Vous pouvez voir ma carte ». Il y avait ce débat sur l'intérêt public, mais si la personne concernée annonce elle-même l'information, où est le problème? Alors, on a ouvert le carnet de vaccination de Bolsonaro. Quand l'équipe est allée regarder, elle a remarqué qu'il y avait des incohérences, n'est-ce pas? Et en constatant qu'il y avait des incohérences, il fallait prendre une décision. On publie le carnet de vaccination, c'était la demande faite au titre de la loi sur l'accès à l'information. Et on laisse la presse, si c'est le cas, mener les enquêtes et chercher les informations. Ou on assume la responsabilité de voir ce qui s'était passé là, parce qu'il pouvait y avoir des fonctionnaires publics. Il y avait la possibilité que des fonctionnaires publics aient aidé à une éventuelle fraude, et cela devrait être tenu responsable. Notre décision a été de mener l'enquête. Et alors, libérer la carte seulement lorsqu'il y aurait au moins un diagnostic de ce qui avait été fait, de ce qui s'était passé, parce que vous deux, en tant que journalistes, si j'avais libéré la carte de cette façon, la première question que vous m'auriez posée aurait été « Bon, mais est-ce que c'est vrai ou pas ?» N'est-ce pas? J'ai besoin de cette réponse. Alors, une enquête a été ouverte. Et les fraudes ont été identifiées. On a identifié où les fraudes avaient eu lieu, là-bas à Duc de Caxias. Un système de fraude aux cartes de vaccination a été identifié, impliquant non seulement le carnet de l'ancien président de la République, mais aussi plusieurs carnets falsifiés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre les fraudeurs là-bas à Duc de Caxias et le palais du Plan Alto. Ce lien s'appelait Morocide. La police fédérale, avec la CGU, en identifiant cet ensemble de preuves, disons-le ainsi, n'est-ce pas, ces informations, a mené l'opération, je crois, en mai 2023. C'était la première opération qui s'est même entrée dans la maison de l'ancien président de la République et a arrêté Morocide. Et son téléphone. Et le reste appartient à l'histoire. C'est de l'histoire. Sid, les amis, il est arrêté parce que la CGU a découvert ce système de fraude en série de cartes, parce qu'il a même falsifié sa propre carte de vaccination, celle de sa femme et de sa fille. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse entrer aux États-Unis, une fois le gouvernement terminé, sans être bloqué, n'est-ce pas, à cause de la politique de lutte contre la Covid. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait vacciner? Non. Il falsifie la carte, n'est-ce pas, en série, y compris celle du président de la République, parce qu'il va faire quoi? Bolsonaro a affirmé ignorer cette mesure prise pour le protéger. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est toujours le discours de l'ex-président. Mais c'est ainsi que le complot putschiste est découvert. Parce qu'à partir du moment où ils arrêtent Sid et saisissent son téléphone portable, même le plan d'assassinat du président Lula, n'est-ce pas, éclate au grand jour. Parce que ce plan se trouvait dans les téléphones de Morocide. Bento,